Un classement PISA décevant mais prévisible et des annonces. Gabriel Attal vient donc de s'exprimer pour donner les grandes mesures qu'il compte mettre en place pour redresser l'école comme une réponse. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour. Vous êtes déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation. Vous allez nous aider à comprendre, à répondre à la question qu'on se pose tous. Est-ce que cela va marcher ? Et première question, et je veux qu'on ouvre sur ce point précis, c'est d'ailleurs la question du jour du Figaro. Approuvez-vous le rétablissement du redoublement obligatoire à l'école annoncé par Gabriel Attal ? C'est l'une des grandes annonces de la journée, Sophie. Oui, absolument. Alors c'est vrai que le fait que depuis une bonne dizaine d'années, plus aucun élève redouble et qu'on fait passer d'une année sur l'autre les élèves qui n'ont pas le niveau, c'est un problème quand même qui était connu et qui était particulièrement... Alors, j'ai un chiffre. 40% des élèves de moins de 15 ans avaient redoublé en 2003, 10% seulement aujourd'hui en 2023. Oui, absolument. Mais avec ces 10%, on reste dans la moyenne de l'OCDE. C'est-à-dire que c'est un mouvement général, si vous voulez, d'arrêter les redoublements. Alors pourquoi ? Parce que les parents avaient le dernier mot. Alors... Je pense qu'il n'y a pas que ça, faut pas non plus... là, je trouve qu'on a quand même une tendance aujourd'hui à essayer de tout mettre sur le dos des parents ou des smartphones, ou etc. et de considérer que les problèmes de l'éducation nationale ne viendraient pas de l'éducation nationale. Il ne faut pas exagérer non plus. C'était une tendance, c'est une tendance d'ailleurs générale dans les pays de l'OCDE. L'idée étant de dire qu'on pouvait accompagner un élève qui n'avait pas le niveau l'année suivante, sauf que ça ne se faisait pas. En tous les cas, dans certains pays de l'OCDE, c'était mis en place. Chez nous, ça n'était pas mis en place. C'est-à-dire qu'en France, quand le redoublement n'avait pas lieu, l'élève continuait d'année en année sans jamais rattraper le retard, ce qui avait pour conséquence d'avoir des élèves qui étaient complètement en décalage avec les connaissances qui étaient nécessaires pour suivre. Oui, donc c'est utile le redoublement. Et d'ailleurs, Gabriel Attal l'a répété, c'est pas une sanction, c'est une nouvelle chance. Absolument. Ça fait partie des 30 Absolument. Nous, ça fait partie des 30 mesures qu'on a proposées et défendues depuis un certain nombre d'années, justement auprès du ministre de l'Éducation nationale de l'époque et puis du président de la République, c'est-à-dire de remettre en place le redoublement à partir du moment où c'est un coup de pouce pour l'élève et qu'il y a tout un ensemble d'actions qui sont mises en place pour l'aider à se remettre au niveau et à poursuivre ensuite sa scolarité dans des meilleures conditions. Alors on va revenir sur toutes ces annonces. Carole Grandjean, la ministre déléguée en charge de la formation professionnelle, est en train de prendre la parole. Et puis il y aura des questions qui seront posées à Gabriel Attal ensuite. On l'écoutera. Alors... Ces annonces, elles ont lieu quelques heures à peine après l'annonce d'un classement, le fameux classement PISA, avec des résultats décevants pour la France. Oui, très décevant. La France continue à chuter. C'est vraiment des résultats historiquement bas. Oui. Alors, tout le monde chute. Ça, il faut le préciser. On perd des points, mais les autres aussi. La moyenne de l'OCDE baisse depuis 3 ans. Oui, la moyenne des pays occidentaux. Il faut quand même être précis aussi. Oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire. C'est pas neutre de le dire parce qu'effectivement, il y a un mouvement quand même d'une éducation qui était soi-disant bienveillante, c'est-à-dire qu'en gros, elle ne prenait pas en considération l'importance de la maîtrise des savoirs pour se développer. Et on en voit aujourd'hui le résultat. C'est également toute l'infiltration des idéologies woke qui aujourd'hui se retrouvent dans des résultats clairement de connaissances. Vous faites un lien direct entre le wokisme et les résultats français et nationaux et d'un certain nombre de pays, effectivement, d'Occident. Je veux dire, c'est quand même assez troublant de voir, par contre, que dans les pays d'Asie, ça coûte... Non, c'est pas le premier lien que je fais, mais je pense qu'il faut le faire quand même. Il y a un ensemble d'idéologies qui ont infiltré l'école depuis un certain nombre d'années. On a mis de côté les connaissances fondamentales en considérant que c'était peut-être pas aussi important que cela. On a considéré aussi que l'élève avait en lui le savoir et qu'il fallait qu'il le découvre par lui-même en dévalorisant l'importance d'avoir des enseignants très bien formés, une autorité dans la classe également importante. Et aujourd'hui, on voit que toutes les annonces de Gabriel Attal, finalement, malgré un discours et une sémantique qui cherche à nommer autrement les choses, consiste à revenir à un enseignant très bien formé, à une classe dans laquelle il y a une autorité de la discipline. Quand vous dites qu'il utilise des mots... par exemple, quand on parle du choc des savoirs, c'est la maîtrise des connaissances fondamentales, de lire, écrire, compter, évidemment. Quand on parle notamment... Choc des savoirs qu'il a répété à très nombreuses reprises. Absolument.
Absolument. L'électrochoc, c'est-à-dire notamment d'avoir la vérité sur les notes, je veux dire, c'est quand même reconnaître... Oui, c'est vrai qu'on ne donnait plus beaucoup de notes. Disons qu'on donnait des notes. Il a quand même évoqué dans cette conférence de presse et dans ses annonces un système absolument scandaleux, c'est-à-dire cette espèce de fausse harmonisation des notes qui se faisait à la fois pour le brevet et pour le baccalauréat, ou un 7 ou un 8. Oui, alors, d'ailleurs, expliquez-moi ça. Il a dit, lorsqu'on a un 8 par son professeur, on se retrouve avec un 10 ou un 12. Absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez des réunions d'harmonisation des notes qui se déroulaient. Souvent, les professeurs, d'ailleurs, n'étaient même pas au courant. Et le professeur allait apprendre, a posteriori, que, par exemple, un 6 qu'il avait mis à une épreuve se retrouvait remonter à un 12, sans qu'on ait demandé au prof son avis, et en dévalorisant, finalement, le métier du professeur, qui est quand même le plus à même à juger de la copie rendue par un élève. Et cette harmonisation, entre guillemets, des notes, qui finalement avait cassé complètement la valeur de la note pour tout le monde, à la fois pour le professeur qui avait le sentiment évidemment qu'il n'avait plus son rôle à jouer, et puis pour l'élève qui se disait de toute façon on va monter la note pour qu'au moins je sois dans les 10-12 et que je passe soit le brevet soit la baccalauréat, a eu pour conséquence dans ces dernières années de dire les notes ne valent plus rien. Et là on voit bien que Gabriel Attal est un ministre de l'Éducation nationale qui entend quand même les écueils. Alors écoutez, je vais vous lire les premiers commentaires là, sur le Figaro.fr de nos internautes qui écoutaient Gabriel Attal. Chantipa, bravo pour toutes ces décisions, un grand merci pour nos enfants. Laurent, l'impression que pour une fois le conducteur a compris qu'il avait un boulevard devant lui, il n'a plus qu'à appuyer sur la pédale. Anonyme, faites un pseudo, les mathématiques sont un enjeu de société. Voilà, et ils vont dans le sens ils ont l'air satisfaits de ce que dit Gabriel Attal. Oui, mais les mesures que Gabriel Attal vient de présenter sont des mesures qui sont attendues, on va être très, très clair, depuis de nombreuses années. Je dirais que dans la conférence qu'a donnée Gabriel Attal, on peut regretter quand même qu'il n'ait pas fait un mea culpa sur les premières années de présidence d'Emmanuel Macron, qui a quand même, il s'en est même pris à ses prédécesseurs, en disant le classement PISA d'aujourd'hui, ce sont les réformes de 2013. Absolument, absolument, oubliant quand même que ça fait quand même quelques années qu'Emmanuel Macron est aux manettes, et puis oubliant aussi le passage de Pape Ndiaye quand même, qui a cassé complètement ce qu'avait tenté d'amorcer Jean-Michel Blanquer, qui n'a pas pu aller lui aussi loin qu'il aurait voulu. Attendez, Sophie, Gabriel Attal casse aussi ce qu'a amorcé Jean-Michel Blanquer. Lorsqu'on parle des mathématiques au lycée, par exemple, qu'il veut remettre en place, Gabriel Attal, Jean-Michel Blanquer l'avait écarté. Donc lui aussi, il le repasse après son prédécesseur du premier quinquennat. Alors là-dessus, je vous rejoins. C'est-à-dire que quand Jean-Michel Blanquer a décidé, à la suite d'un rapport qui avait été fait notamment avec M. Villani sur les mathématiques, a décidé de considérer que pour avoir des élèves à un très haut niveau mathématique, il fallait enlever les moins bons du système scolaire, parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont considéré qu'on n'avait pas intérêt à emmener tout le monde à avoir une bonne maîtrise des mathématiques et à ne garder que les meilleurs. C'était ça le projet de Jean-Michel Blanquer, et c'est pour ça que le niveau de mathématiques, notamment au lycée, a été très, très, très fortement augmenté, ce qui rendait quasiment impossible pour une grosse partie des élèves de le suivre. Donc il avait fait, Jean-Michel Blanquer, à ce moment-là, un choix qui était un choix d'excellence mathématique, mais avec un très faible nombre d'élèves qui pouvaient y accéder, et il avait abandonné les mathématiques pour les autres. Gabriel Attal revient un peu là-dessus, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en remettant les mathématiques comme un enseignement qui doit être maîtrisé par tous, notamment parce qu'il met en place une certaine maîtrise de la raison, de l'exigence, de la rigueur, etc. Ce sur quoi nous, pour le coup, SOS Éducation, on est plutôt du côté de la position de Gabriel Attal. Dès le départ, nous, on avait fait savoir qu'on n'était pas d'accord avec les mesures de Jean-Michel Blanquer. Par contre, Gabriel Attal revient sur des choses qui étaient déjà en place par Jean-Michel Blanquer, notamment le Conseil supérieur de l'éducation nationale, qui est présidé par Stanislas Dehaene et qui avait fait un travail très important, notamment sur les méthodes de lecture et les méthodes mathématiques, et qui devait produire des manuels et notamment labelliser les manuels de lecture. Eh bien, il en a parlé, Gabriel Attal. Gabriel Attal qui répondait à une question sur le redoublement. Le redoublement, ça coûte cher, l'une des questions posées par l'un de mes confrères. Moi, j'en ai une autre. On va encore surcharger les classes avec le redoublement. Alors oui, ça paraît être une bonne chose, mais il va falloir le financer et il va falloir employer plus de professeurs. Parce que comment on fait? Les élèves qui restent dans les classes, ils ne passent pas au niveau supérieur et le nombre d'élèves grossit. Jusque-là, je ne crois pas me tromper. Oui, non, mais après la question, et je pense que Gabriel Attal a très bien répondu. Quelle est la solution alternative?
C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à laisser des élèves avoir 6, 7, 10 années de scolarité sans qu'ils apprennent rien. Non mais attendez, il faut être clair. Aujourd'hui en France... non, mais on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui de toute façon ne peuvent pas se réaliser. Donc, c'est des enfants qui vont avoir tendance à être violents et c'est des enfants qui ne vont pas pouvoir s'intégrer dans la vie future. Ça coûte combien à la société des enfants qui sont inemployables et qui ne peuvent pas réaliser leur vie d'adulte en ayant un métier qui les nourrit? Je veux dire, le coût, il est là. Et évidemment qu'il faut se poser la question de savoir... Est-ce que c'est plus intéressant pour le jeune lui-même et pour la société d'avoir des générations d'élèves qui quittent la primaire en sachant lire, écrire, compter, qui quittent le collège en ayant un minimum de connaissances en langue, en mathématiques, en culture générale et scientifique, même si c'est pour aller demain vers des métiers professionnels. On sait qu'on a un énorme problème aujourd'hui des filières professionnelles, donc c'est très important que ces jeunes qui vont aller dans les filières professionnelles, ils aient également un bon niveau de collège, exactement comme on l'avait dans les générations précédentes. C'est ça qu'ils proposent de rétablir. Qui pourrait être contre avec ça, si vous voulez? Qui va préférer effectivement qu'on laisse des jeunes partir dans la vie future et dans des métiers alors qu'ils n'ont même pas les connaissances minimales? Non, je pense qu'il faut assumer le fait que ça va être une réforme majeure du système, qu'il va falloir repenser le système intégralement, qu'il y aura des coûts, mais qui seront toujours beaucoup moins importants pour la société que d'avoir des enfants qui sortent sans savoir lire, écrire, compter d'un baccalauréat qui ne vaut plus rien. Approuvez-vous le rétablissement du redoublement obligatoire à l'école annoncé par Gabriel Attal? Redoublement obligatoire en cas de décision des professeurs, évidemment. J'ai compris que vous me répondiez oui. Absolument. Sophie Audugé. Eh ben, regardons ce qu'en pensent les internautes du Figaro. Ils sont assez largement d'accord avec vous, à plus de 92%. On va passer aux autres réformes parce que c'est intéressant. Alors, une revue des programmes, grande revue des programmes. Alors, ça, évidemment, ça a l'air de donner envie. Et on commence dès la primaire avec la méthode de Singapour pour les maths. Qu'est-ce que c'est? Alors, Singapour qui est très très bien placé dans le classement PISA, à peu près en tête à chaque fois. Oui. Alors, en fait, si vous voulez, les allers-retours sur les méthodes pédagogiques, ça, c'est pareil. C'est vraiment une manie à l'éducation nationale. SOS Éducation a été la première association à défendre la méthode syllabique d'apprentissage de la lecture. Ça a été le premier sujet sur lequel on a même été... Enfin, l'association s'est créée, si vous voulez. D'accord. Il a fallu quand même 10 ans pour que l'ensemble des professionnels comprennent qu'effectivement, la méthode syllabique était la plus efficace d'un point de vue scientifique pour apprendre à lire. D'accord. Entre-temps, on a eu 2 ou 3 générations d'enfants qui ont été sacrifiés. Aujourd'hui, la méthode syllabique est réintégrée comme étant la méthode la plus efficace et on se repose la question pour les mathématiques. Alors, effectivement, la méthode de Singapour est très efficace. Elle va être difficile à mettre en place. Faut être clair. Pourquoi? Parce que la méthode de Singapour impose une formation très élevée des enseignants, qu'on n'a pas du tout. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est plus de 400 heures de formation pour maîtriser la méthode et donc pour l'enseigner, quand nous, on est à peu près à 80 heures de formation. Donc, si vous voulez, il y a un gap là important. Il n'empêche que, je pense que là, Gabriel Attal fait référence à une marque qui est connue, c'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde sait, c'est une référence. Ouais. Voilà. Elle ne sera certainement pas appliquée exactement comme elle est faite à Singapour, pour le dire comme ça, mais c'est une méthode qui... Alors, il a parfois pris des pincettes, il a dit que ça prendrait du temps, que ça ne commencerait pas bien souvent avant 2025, qu'il faudrait le mettre en place petit à petit, année par année. Il n'y a pas arrivé en disant dans 3 ans c'est réglé. Je ne sais pas ce que j'ai compris, vous me confirmez? Oui, je vous confirme. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une rupture avec Pap Ndiaye, là, pour le coup, vraiment. Puisqu'on sent que là, Gabriel Attal se réaligne avec le fameux Conseil scientifique de l'éducation nationale présidé par Stanislas Dehaene, qui était quand même la référence pour Jean-Michel Blanquer également, c'est-à-dire qu'il repart du principe que construire un système d'éducation, construire un système éducatif, ça doit se faire sur des méthodes pédagogiques et éducatives approuvées par la science, entre guillemets. Il a beaucoup insisté là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il va s'aligner sur ce que nous apprennent les neurosciences et notamment tout le travail du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Sophie, vous avez beaucoup, j'ai bien compris, critiqué Pap Ndiaye et vous êtes plutôt d'accord avec ce changement de cap instauré visiblement par Gabriel Attal. Mais Pap Ndiaye, pour ceux qui ne suivent pas l'éducation comme vous le faites au jour le jour, les grands projets, on l'a très peu vu, on ne sait pas ce qu'il a fait en fait. Honnêtement, Jean-Michel Blanquer, on le voyait beaucoup, on le savait très impliqué sur les questions de la laïcité par exemple. Qu'a fait Pap Ndiaye? Enfin,
concrètement, est-ce qu'il a vraiment eu le temps, en un peu moins de 2 ans, de détricoter tout ce qu'avait fait son prédécesseur ? En l'occurrence, si vous voulez, ce qui est clair, c'est que sur le travail du Conseil scientifique de l'éducation nationale, on ne l'a plus entendu à partir du moment où Pap Ndiaye est arrivé. Alors qu'il était quand même très présent pendant toute la période Blanquer. Donc là, le fait que Gabriel Attal se réfère à nouveau aux travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale sans le nommer, parce qu'effectivement, ça peut être un point de blocage avec les syndicats enseignants, il faut être clair, qui n'ont pas particulièrement apprécié qu'il y ait un Conseil scientifique de l'éducation nationale qui se fonde sur les apports de la science, notamment des neurosciences, considérant que les neurosciences n'étaient pas tout. Il y a également le métier d'enseignant, la capacité à transmettre des savoirs, donc l'approche pédagogique. Voilà. Donc là, on sent bien quand même qu'il y a une référence de Gabriel Attal à ce conseil scientifique, ce qui est quand même un point important, puisqu'on sait que dans les résultats des meilleurs, les pays qui obtiennent les meilleurs résultats, c'est ceux qui savent parfaitement bien associer à la fois l'introduction de l'évolution des neurosciences dans leur système éducatif, mais également 2 points qu'il n'a pas évoqués. Le premier point étant l'autorité, puisque c'est quand même un des éléments particulièrement absents de la prise de parole de Gabriel Attal. Or, il s'avère qu'on sait, et notamment PISA, les résultats qui ont été annoncés ce matin, en font état à plusieurs registres, qu'il y a une corrélation entre le niveau d'autorité et de discipline dans la classe et la réussite des élèves. Alors ça paraît évident, mais enfin, en l'occurrence, c'est un problème français. Et là encore, les résultats PISA sont assez catastrophiques nous concernant, c'est-à-dire qu'on fait partie des pays où la discipline est la moins présente et où les élèves se plaignent le plus d'être gênés en cours quotidiennement. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que Gabriel Attal n'a pas évoqué. L'autre élément, c'est la sécurité. C'est-à-dire que dans les établissements où on réussit le mieux, dans les pays où on réussit le mieux, ce sont les établissements dans lesquels il y a le meilleur sentiment de sécurité. Or, la France est parmi les pays qui les moins bien classés de l'OCDE. C'est vrai qu'il n'en a pas parlé. Ni autorité, ni sécurité. L'autorité, quand même, il a essayé de dire qu'il fallait rétablir l'autorité des professeurs, notamment, par exemple, sur cette question du redoublement. Et à travers les notations, absolument. Mais le harcèlement, par exemple, il en a beaucoup parlé auparavant, Gabriel Attal. C'était peut-être pas l'objet de cette conférence aujourd'hui, non ? Non, mais c'est corrélé. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important de prendre en considération, c'est que là, Gabriel Attal a fait des annonces qui sont quand même très importantes, évidemment. Des annonces qui montrent qu'il y a un vrai changement de cap. Mais ce changement de cap ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y aura une rupture dans le système et des réformes majeures. Et les réformes majeures, ça va passer aussi par l'autorité, pas que des notes et pas que du redoublement, mais également l'autorité des enseignants qui sont mieux formés et des enseignants qu'on arrive à recruter, parce que la vraie question sera également là. Je lis ces commentaires dithyrambiques après cette prise de parole de Gabriel Attal. Très bonne décision, enfin quelqu'un avec du bon sens. C'est du bon sens que tout le monde dit depuis des années. Bravo, mais effrayant de se demander ce que faisaient ses prédécesseurs. Voilà ce qu'on nous dit. Tout cela me semble très bien. Je me demande tout de même ce que ce changement de pied complet avec Pap Ndiaye veut dire de la ligne directrice chez Macron. C'est vrai que pour mettre en place une politique éducative, j'imagine que ça prend plusieurs années et que c'est parfois compliqué de mettre en place avec des ministres qui restent moins de 2 ans. Bon, on va continuer sur ces réformes. Alors, on a parlé donc du redoublement, on a parlé de la primaire, les groupes de niveau au collège. Alors, la fin du collège uniforme. Unique. Pas la fin du collège unique. Enfin, il l'a. Il n'a pas voulu y aller complètement. On se souvient que c'était l'une des grandes propositions d'Éric Zemmour, par exemple, pendant la campagne présidentielle. La fin du collège unique, c'est quand même des propositions qui étaient partagées par quasiment tous les candidats à la dernière élection présidentielle. Je crois qu'il n'y a pas un candidat qui prétendait que ça se passait bien au collège et qu'il fallait maintenir le collège unique. Je pense que de ce côté-là, c'était groupe de niveau. Alors, on peut préciser, parce qu'il est tout de suite entré dans le détail, il y aura 3 groupes de niveau en maths et en français au collège. Groupe 1, donc les élèves les plus faibles. Groupe 3, les élèves les plus forts. Et renforcement des effectifs d'enseignants pour le groupe 1. Oui, alors ce qui est intéressant toujours dans ce type d'annonce, c'est la manière dont les choses sont présentées, à l'inverse de ce qu'on s'attendrait. C'est-à-dire c'est complètement contre-intuitif, c'est-à-dire que les élèves les plus en difficulté seront dans le groupe 1. Oui. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il retient... C'est pas forcément très... Non, mais ce qui est important... Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans ? Non, il n'y a rien qui me gêne. La réalité, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que les groupes de niveau ne peuvent fonctionner qu'à partir du moment où on a véritablement une prise en charge de la discipline et de l'autorité.
Voilà. Il ne faut pas que les groupes de niveau soient... Alors, en gros, vous me dites que si on dit clairement le groupe 1, c'est les meilleurs, ça montre que... Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, si vous voulez, le fait de numéroter de toute manière... crée un système qui est évidemment hiérarchisé, qu'on le veuille ou non. Voilà. Après, la problématique des groupes de niveau, c'est de ne pas mettre des élèves qui sont tous de niveau très inférieur sans qu'il y ait une discipline importante. C'est-à-dire que le professeur qui va devoir prendre en charge ses élèves en grande difficulté, c'est ce que nous remontent tous les profs. Parce que, évidemment, les profs, ils le vivent, ça. C'est-à-dire qu'ils disent, attention, dans mes élèves qui n'ont pas le niveau, j'ai des élèves qui sont gentils et qui ont vraiment envie de progresser, et j'ai les faiseurs de troubles. Or, s'il n'y a pas là une vraie discipline, une vraie autorité, on va condamner finalement des élèves qui n'ont pas le niveau à finalement se retrouver dans un groupe de perturbateurs. Alors, ce que je dis, attention, c'est pas... Vous dites qu'on va finir par mettre tous les perturbateurs ensemble et puis pas vraiment s'occuper d'éducation et de savoirs fondamentaux. C'est pas ce que je dis. Je dis que c'est un risque qu'il faut prendre en considération de manière très importante. Et ce que je dis surtout, c'est que ça ne remet pas en cause la pertinence des groupes de niveau. Évidemment, nous sommes favorables à la mise en place des groupes de niveau. Nous sommes favorables, et d'ailleurs, on l'avait également proposé dans nos recommandations. Et on est favorable, justement, et Gabriel Attal a été assez précis pour insister sur ce point-là, sur le fait qu'il y ait des passerelles. C'est-à-dire que l'élève qui est dans le groupe, entre guillemets, le plus faible au moment où il rentre, s'il progresse bien, il peut passer au groupe suivant, etc. Ça, c'est très bien. Ça crée effectivement des passerelles entre les groupes de niveau, ça c'est très intéressant. Après, le seul point de vigilance que je souhaite poser, parce que ça n'a pas été évoqué, c'est la question de la discipline et de l'autorité dans les classes, qui est un problème français dont il va falloir s'occuper également à bras-le-corps et qui n'a pas été du tout évoqué. Et à mon avis, ça manque dans cette conférence qui était très positive, avec des réformes qui sont très, très intéressantes, qui sont des réformes qu'on a soutenues, donc on est tout à fait favorable. Mais il y a ce point quand même qui, à mon avis, est manquant. Cette conférence de presse qui s'achève, vous retrouvez évidemment toutes les informations, les dernières déclarations, parce qu'on a écouté le discours de Gabriel Attal, on a écouté une ou deux questions. Vous avez le détail complet sur le Figaro.fr. On continue d'en discuter ici sur ce plateau avec Sophie Audugé, déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation. Donc, on a parlé du redoublement, on a parlé de la revue des programmes, on a parlé des savoirs fondamentaux, de la fin du collège uniforme. Et alors, ces manuels scolaires, ces manuels labellisés, vous avez commencé à m'en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un vrai sujet polémique, entre guillemets. Oui. Ça ne paraît pas polémique, vu comme ça. Si. Pourquoi? Parce que dans le choix des manuels, vous avez également corrélé au choix des manuels la fameuse liberté pédagogique de l'enseignant. Oui. Voilà. Donc là, Gabriel Attal touche à quelque chose qui est quand même important, c'est-à-dire qu'il entend être directif dans les manuels qui seront financés par l'Éducation nationale, ce qui change vraiment beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'il change même la mécanique de financement. Attendez, jusqu'ici, ça se passait comment? C'était en local. L'Éducation nationale qui imposait un programme, et avec un manuel qui était obligé de le suivre, non? Alors, vous aviez l'Éducation nationale qui produisait un programme, qui venait du Conseil supérieur des programmes, qui ensuite était transmis à l'ensemble des éditeurs des manuels scolaires, qui, eux, produisaient leurs propres manuels avec leurs spécificités, leurs préférences, etc. Ces manuels devaient effectivement répondre au programme officiel, mais ils avaient autour de cela un certain nombre de libertés. C'est d'ailleurs à ce titre qu'on a pu mettre en exergue, nous et d'autres, un certain nombre d'arrangements sur la science ou d'infiltration de certaines idéologies dans certains manuels scolaires. Là, il est évident que Gabriel Attal veut mettre fin à cela. Oui. Il veut fixer au moins en mathématiques et en français, à mon avis. Il ne le fera pas sur toutes les matières, mais à mon avis, ça sera en mathématiques et en français. Il veut imposer un manuel de l'éducation nationale qui soit fondé sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire les travaux des neurosciences et donc ce fameux conseil scientifique de l'éducation nationale qui a déjà commencé le travail sous Jean-Michel Blanquer. Il faut le rappeler. Ce travail-là a déjà été demandé par Jean-Michel Blanquer. Il a déjà été en partie fait par le conseil scientifique de l'éducation nationale à l'époque, qui avait produit un document, je crois, de plus d'une centaine de pages sur la manière d'évaluer les manuels de lecture, d'apprentissage de la lecture pour les professeurs. Ça avait fait un fiasco total, ça n'avait été suivi par personne, et donc là, on voit que Gabriel Attal reprend cette thématique pour la rendre, pour l'emmener, on va dire, au plus haut niveau, c'est-à-dire imposer
une méthode d'apprentissage en français et en mathématiques qui soit fondée sur la science, notamment sur les neurosciences, et donc être plus directif sur ce point-là. C'est un élément important également. C'est pas nouveau, entre guillemets, puisque ça avait déjà été évoqué. On est plusieurs à avoir défendu et produit d'ailleurs des manuels, enfin des guides de manuels d'apprentissage de la lecture. On en a fait, nous, ainsi que d'autres acteurs du monde éducatif, pour justement apprendre et aider les enseignants à choisir le manuel qui est le plus efficace. Alors, il faut savoir quand même que il faudrait avoir des chiffres plus précis, mais je dirais qu'il y a une dizaine d'années déjà, et ça n'a pas dû s'améliorer, il y avait moins de 30% des enseignants qui utilisaient un manuel. Donc, on va voir aussi ce qu'entend également Gabriel Attal dans cette annonce. Est-ce qu'il entend demander aux enseignants sur un certain nombre de connaissances fondamentales, notamment le français et les mathématiques, est-ce qu'il entend être aussi directif en disant vous devez suivre le programme, mais vous devez également suivre un manuel spécifique, par exemple la méthode syllabique pour l'apprentissage de la lecture et Singapour pour l'apprentissage des mathématiques. Ce sont des annonces très fortes parce qu'évidemment, là, la question, ça va être comment vont réagir les syndicats et comment vont-ils réagir, notamment par rapport à leur liberté pédagogique. Dernier point que je voulais aborder avec vous, Sophie Audugé. Alors, on a très peu parlé du lycée. Et en même temps, c'est un choix délibéré de Gabriel Attal. Je n'engagerai pas de grandes réformes autour du lycée. Il y a quelques ajustements. Juste avant le lycée, le brevet, une réforme du brevet. Alors, j'ai appris qu'on pouvait rentrer au lycée sans avoir le brevet. Bien sûr. Ah bon, alors ça, c'est terminé, apparemment. Oui, absolument. Oui. Écoutez, c'est très bien. Je pense que dans le discours de Gabriel Attal, ce que l'on perçoit également, qui est là encore quelque chose sur lequel on sera totalement d'accord, puisque nous, on avait même proposé qu'il y ait une évaluation en fin de CM2 et ne pas permettre à des élèves qui ne maîtrisaient pas le lire, écrire, compter d'accéder en 6e, puisque de toute façon, ce qui n'est pas fait en CM2 ne peut pas être fait après. On avait proposé justement une 6e passerelle, c'est-à-dire donner la possibilité à des élèves qui n'avaient pas le niveau en fin de CM2 de faire leur 6e finalement en 2 ans. On voit que cette mesure a été reprise par Gabriel Attal, qui la propose non pas comme nous la proposions en 6e, mais qui la propose au lycée, puisqu'il a parlé d'une prépa lycée, je crois, voilà, une prépa lycée qui permettrait donc aux élèves qui n'ont pas eu le brevet en 3e de faire finalement leur seconde, j'imagine, en 2 ans. Donc ça, c'est intéressant et on voit là la logique de l'esprit de cette réforme portée par Gabriel Attal que lui a appelé de la vérité des notes, qui a appelé le retour de la valeur du diplôme. Et ça, c'est important parce que, évidemment, je pense que Gabriel Attal n'accepte plus tous les écueils qui sont faits sur le fait qu'on a aujourd'hui un baccalauréat en chocolat avec des notes, comme on l'a vu tout à l'heure, qui, via des systèmes d'harmonisation, font passer un 6 en philo à un 12 en philo, alors que le prof n'est pas au courant. Donc ça, Gabriel Attal entend dire non. Non à des notes qui sont revues en dehors de la note autoritaire de l'enseignant, et donc redonner aussi une valeur au diplôme, et notamment à ce premier diplôme national que serait le brevet. Voilà. Mais dites-moi, mais tout le monde est content après ces annonces de Gabriel Attal? Écoutez... D'où va venir la critique, Sophie Audugé? Des enseignants, de l'opposition politique? Parce qu'il y a forcément des critiques. Oui, bien sûr. D'où ça va venir? Écoutez, évidemment, dans la mise en œuvre, je pense que voilà, les questions vont se poser sur la mise en œuvre. C'est normal. C'est normal, il faut laisser le temps. Nous, en tous les cas, sur les mesures qui ont été prises, elles correspondent exactement à la ligne de ce qu'on porte et des 30 mesures que nous, on a portées. Vous, j'ai bien compris que vous étiez d'accord avec Gabriel Attal. Nous, on est favorable. Mais qui ne sera pas favorable à tout ça? Est-ce que les syndicats de profs vont descendre dans la rue? Je vous dis, je pense que sur les syndicats de profs, on risque d'avoir une question qui est sur la mise en cause de la liberté pédagogique au motif qu'on va avoir une approche directive à la fois sur les méthodes d'enseignement et à la fois sur les manuels. Donc ça, c'est quelque chose qui peut crisper, je pense, les syndicats enseignants. Nous, de notre côté, je dirais qu'on a quand même 2 points que j'ai évoqués avec vous. C'est vraiment la question de la sécurité, de l'autorité qui n'a pas du tout été abordée. C'est un point crucial et notamment les études PISA le montrent aujourd'hui. Et puis, c'est un vrai enjeu national. Et puis, la question des professeurs, de la formation des professeurs. Aujourd'hui, on sait qu'on a énormément de difficultés à recruter nos professeurs. Et là, il y a un vrai enjeu qui n'a pas du tout été évoqué dans cette conférence de presse. Requiem for a Dream sur le Figaro.fr qui est d'accord avec vous. Il faut redonner le pouvoir aux professeurs. On se dit rendez-vous dans 3 ans alors pour savoir si les premières mesures de Gabriel Attal auront porté leurs fruits dans ce fameux classement PISA.
pas certain que ça puisse se faire aussi rapidement. Ça va prendre des années avant de remonter dans ce classement. Non, mais c'est un signe fort. Oui, d'ailleurs, quand il dit que la politique d'Emmanuel Macron ne s'est pas vue dans le classement, ça par contre c'est complètement faux. La politique d'Emmanuel Macron, je veux dire, on voit bien que de 2018 à 2022, les chiffres ont baissé. Les résultats qui sortent de l'ADEP, Gabriel Attal a dit, j'ai donné la vérité. Alors non, c'est pas vrai, les chiffres de l'ADEP sont toujours publiés largement, donc ça c'est pas nouveau. Faut pas non plus exagérer trop. Après, on va se concentrer sur ce qui est positif aujourd'hui, c'est-à-dire des mesures franche, une ligne directrice pour le coup extrêmement claire. On revient aux fondamentaux en primaire, donc ça c'est important et c'est bien. On revient à un collège où on ne passe pas d'une année sur l'autre si on n'a pas le niveau, ça c'est bien. On réaffirme les méthodes qui fonctionnent et on exige qu'elles soient appliquées, c'est très bien. On remet la valeur aux notes, c'est important. On redonne l'autorité de l'enseignant qui connaît le mieux son élève quand même pour dire ce qui est le mieux pour lui par rapport à un passage en classe ou pas. On permet de faire des séquences de renforcement en maths et en français pour permettre à l'élève qui est un peu léger de pouvoir se remettre à niveau. Je crois qu'on a quand même là un certain nombre de mesures qui vont vraiment, vraiment dans le bon sens, il faut le dire quand c'est le cas. Voilà, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous avez eu tout ce qu'on vient de dire résumé par Sophie Audiugé. Merci beaucoup, déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation. Merci à vous de nous avoir suivis.